Donc, à travers l'éducation, l'homme fait la négation de la nature en lui. L'homme va nier son instinct. Et le fait de nier son instinct, il va avoir une éducation. Et l'éducation va lui donner la moralité. L'homme ne va plus agir sous le dictat de son instinct, mais il va évaluer en termes de valeurs. Est-ce que ce que je fais est conforme avec les valeurs morales? C'est ce qu'on appelle l'éducation. C'est le premier saut, n'est-ce pas, qui arrache l'homme de l'animalité vers l'humanité. Donc, et ça, c'est une différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Deuxième chose, ça c'est du point de vue moral, n'est-ce pas? L'homme comble son déficit moral. Deuxième chose, l'homme est un être, comme nous l'avions dit, dont sa survie ne dépend pas de la nature. Parce que l'homme sera obligé de transformer la nature pour vivre. Et cette transformation de la nature, c'est ce qu'on va appeler le travail. Si ces besoins ne peuvent pas être satisfaits uniquement par le fait d'être présent sur la nature, l'homme sera obligé de créer ce qu'on appelle l'artifice. L'homme sera obligé de créer et d'ajouter quelque chose à la nature. C'est pourquoi on dira que le travail, n'est-ce pas, c'est toute activité humaine, en vue d'une fin utile. Et cette fin utile-là, c'est seulement l'homme qui. Si vous regardez, si on dit que le travail c'est toute activité humaine, ça veut dire que le travail aussi est uniquement dévolu à l'homme. C'est l'homme seulement qui est en mesure de travailler. Et ce travail-là obéit à un plan. Quand on dit en vue, on suppose qu'il y a un plan, un projet. Donc, c'est ce que Karl Marx avait déjà compris dans le Capital lorsqu'il dit ce qui distingue le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est que le plus mauvais architecte a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la riche, et que le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'esprit du travailleur. Pas spontanément comme l'animal. Il agit selon un certain nombre de critères, n'est-ce pas, selon un plan, selon un projet. Donc, du coup, si nous disons nature, par exemple, si on réduit le débat chez l'homme, la nature, c'est tout ce dont on est avec. Et tout ce dont on est avec, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier tout simplement le patrimoine génétique qui est le corps, mais aussi ça peut signifier la raison. Le fait que l'homme soit un être perfectible, le fait que l'homme soit un être qui, même si à la naissance c'est un prématuré, n'est-ce pas, il est jeté dans le monde sans force physique et sans idée innée, n'est-ce pas, et qui va se réaliser lui-même, mais aussi c'est un être qui est capable d'ajouter quelque chose à la nature. C'est la raison pour laquelle, si nous devions donner une définition de l'homme, on dira que on ne naît pas homme, on le devient. L'homme n'est pas au départ, mais l'homme c'est à la fin d'un processus. Parce qu'au départ, nous sommes uniquement une nature, et cette nature, c'est, comme nous l'avons dit, pour se répéter, le patrimoine génétique, n'est-ce pas, mais aussi le caractère perfectible qui est la raison. Donc ça, c'est la nature. On n'est pas encore homme. Mais c'est à partir de la raison que l'on va ajouter la culture. Et du coup, on a ici l'homme ou bien l'humain. C'est pourquoi on a dit, on ne naît pas homme, on le devient. Ou bien si on est homme, on doit apprendre à devenir humain. Donc l'humain, ce n'est pas au début. L'humain, c'est à la fin. Raison pour laquelle on dira non, que l'homme est un être écartelé entre la nature et la culture. L'homme est un être bioculturel. Donc, la nature et la culture chez l'homme sont indissociables parce que l'homme n'est pas nature uniquement, l'homme n'est pas culture uniquement, mais l'homme est nature et culture. Et c'est ça, en réalité, qui fonde ce qu'on appelle l'exceptionnalité de l'homme. Ce qui fait que l'homme est un être exceptionnel, c'est à cause du fait que l'homme est fait d'une synthèse originale entre la nature et la culture. Et la nature, nous avons dit, c'est ce qui est inné. La culture, c'est ce qui est la culture. Donc, elle est
elle est acquise, n'est-ce pas? C'est tout ce qui résulte, si on veut définir la culture, c'est tout ce qui résulte de l'activité humaine de transformation de la nature. Tout ce qui résulte de l'activité humaine de transformation de la nature. Donc, si la culture, donc, elle est dévolue à l'homme, parce que c'est une activité humaine de transformation de la nature, et si la nature signifie deux choses, la nature intérieure et la nature extérieure, quand on transforme, à partir de ce moment, quand on transforme la nature intérieure, on a l'éducation. Quand on transforme la nature extérieure, nous avons le travail. Donc le travail et le langage, n'est-ce pas, tracent la frontière entre l'homme et l'animal. C'est pourquoi, il y a quelques années, on a donné un sujet du bac qui dit que le travail et le langage sont des manifestations dans lesquelles l'individu ne se possède plus, mais l'individu ne se possède plus et ne se conserve plus, mais il laisse son intimité tout à fait sortir de soi et la livre à autrui. Donc l'intimité de l'homme, c'est que l'homme est un être doté de raison. Du coup, la définition sur laquelle nous pouvons convenir, c'est que donc l'homme est un être bioculturel. Et pour montrer ça, nous sommes passés par l'éducation, le travail. On pourrait même aussi ajouter le langage, parce que le langage aussi est un trait distinctif entre l'homme et l'animal. D'autant plus que le langage est défini comme étant tout système de signes apte à servir de moyen de communication entre des individus. Le langage, c'est tout système de signes apte à servir de moyen de communication entre des individus. Donc le langage aussi, c'est un propre de l'homme. Le langage est uniquement dévolu à l'homme. Donc l'éducation, le travail, le langage, n'est-ce pas, c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Et c'est ce qui fonde l'exceptionnalité de l'homme. N'est-ce pas? Donc si nous partons de cette définition, nous pouvons donc dire que la nature, c'est ce qui est inné, la culture, c'est ce qui est relatif. La nature, c'est ce qui est universel, la culture, c'est ce qui est acquis. N'est-ce pas? Du coup, on pourra progresser un peu pour voir comment, n'est-ce pas, l'homme va vivre ce caractère exceptionnel. N'est-ce pas? Parce qu'à la différence des autres êtres, l'homme est un être dont on dit qu'il fait partie des espèces qu'on appelle des espèces différenciées, contrairement à l'animal. Le petit de l'animal est dès le départ un animal parce que déjà, il a hérité de son génotype toutes les caractéristiques qui vont le déterminer durant toute sa vie. Alors que chez l'homme, au départ, on n'est pas homme, on le devient. Comment peut-on parler d'une certaine manière que l'homme fait partie d'une espèce qu'on appelle les espèces différenciées? C'est ce qui nous permet d'aborder, par exemple, la notion de diversité culturelle. Donc, si on parle toujours, nous sommes dans le chapitre nature et culture. Nous avons pu démontrer que l'homme est un être bioculturel et que l'exceptionnalité de l'homme réside dans le fait que l'homme est un être capable d'ajouter quelque chose à la nature. C'est-à-dire qu'il est capable d'ajouter la culture. C'est la culture qui fonde donc l'exceptionnalité de l'homme. Et la culture pourrait être définie sur trois paramètres, à savoir l'éducation, n'est-ce pas, le travail
et le langage. Et si nous donnons définition par définition, nous avons dit que la culture, c'est tout ce qui résulte de l'activité humaine de transformation de la nature. L'éducation, nous nous sommes référés à Rousseau, qui nous dit que le passage de l'état de nature, c'est-à-dire individu, à l'état de société, produit chez l'homme un changement remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant.